Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, et bienvenue à cette dernière session de la série de webinaires sur l'élimination globale du tétanos maternel et néonatal. Les sujets qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'élimination du tétanos, et vous pouvez écouter cette séance en anglais et en français. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de globe que vous allez voir au bas de votre écran et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette séance. La présentation sera effectuée en anglais, puis une suivante en français, donc vous pouvez passer d'une langue à l'autre grâce au système d'interprétation. Je vais maintenant le répéter en français pour... C'est bienvenu. Vous pouvez écouter cette session en français ou en anglais. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Cette session il va y avoir deux présentations, une en anglais et une en français. Vous pouvez donc changer les langues en vous mettant sur le canal anglais ou français selon votre choix. Donc, on serait ravi de savoir qui nous a déjà rejoint. Vous pouvez vous présenter dans le chat, mettez votre nom, l'endroit duquel vous êtes connecté. Et ça, c'est formidable pour nous et pour tous les participants à cette séance pour voir qui est là avec nous. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez des problèmes techniques avec le son, par exemple, et je ferai de mon mieux pour vous aider. Si vous avez des questions lors de la présentation, utilisez le champ de questions-réponses qui est également au bas de votre fenêtre. Vous pouvez poser votre question à n'importe quel moment de la présentation et nos intervenants, après leur présentation, y répondront. Pour finir, cette séance est enregistrée et nous vous enverrons le lien la semaine prochaine de la vidéo et des diapositives. On espère que cette séance vous plaira, que vous la trouverez utile. Et maintenant, je donne la parole à Nassir. C'est à vous, Nassir. Merci beaucoup, Alex. Et encore une fois, bienvenue à tous les participants à cette dernière séance de renforcement des compétences sur l'élimination du tétanos. J'espère que vous avez pu participer aux deux séances précédentes parce que c'est une continuité. On a discuté des stratégies et ce serait très utile si vous avez pu suivre les trois séances. Je m'appelle Nassir Youssouf, je suis personne de contact au quartier général de l'OMS, ici à Genève. Avant qu'on commence les présentations, je voudrais vous dire que nous reviendrons vers notre modérateur, Monsieur François Gass, et nous allons examiner les évaluations les évaluations de pré-évaluation, qui vont de la prévalidation à la validation. Donc, tout d'abord, les évaluations de prévalidation et dans une certaine mesure, les évaluations elles-mêmes. Et cette présentation donc sera axée là-dessus. Et nous allons consulter un autre collègue pour la seconde partie. Cette séance, c'est pour apporter à l'attention de nos collègues des différents pays, nos partenaires, l'UNICEF, les ministères de la Santé, tous nos partenaires au niveau des pays, pour qu'ils comprennent bien le continuum d'évaluation, euh, d'élimination du tétanos néonatal et maternel. Du moment où on identifie les districts et le processus qui nous mène de la prévalidation à la validation. Cette séance n'est pas censée former nos collègues à être enquêteurs,
vous met à vous présenter les jalons critiques et comment effectuer votre planification de façon efficace, les ressources humaines dont on a besoin et les implications financières. Et puis, bien sûr, le leadership en termes des différentes évaluations. Donc, je vais maintenant passer la parole à François, qui est notre modérateur aujourd'hui. À vous, François, je vous remercie. Merci, Nassir, pour votre introduction. Bonjour à toutes les personnes présentes à ce webinaire. Comme l'a dit Nassir, nous avons une première session qui durera environ 45 minutes sur la prévalidation et une autre session qui durera 45 minutes sur l'enquête de validation elle-même, à condition que la prévalidation ait conclu que le pays est prêt pour l'enquête de validation. Donc la prévalidation, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être vécu, vous qui participez aujourd'hui. Nous savons que la prévalidation a lieu lorsqu'après avoir fait des AVS dans les districts à haut risque et une bonne routine dans les autres districts, le pays est déclaré prêt pour la prévalidation. Nous allons donc entendre Nassir présenter le processus de prévalidation. Et l'élément clé de cette validation, pour qu'elle soit concluante ou qu'elle conduise à des activités, à des mesures correctives. Je vous laisse la parole, Nassir. Merci beaucoup, François. Diapositive suivante. Oui, encore une fois, les évaluations et leurs objectifs. L'évaluation fait partie intégrante de l'initiative mondiale. Nous avons des évaluations périodiques et des évaluations ponctuelles. Les évaluations périodiques sont l'évaluation du risque NT que nous menons de temps en temps pour identifier si nous avons des districts à haut risque. Et puis, il y a les évaluations ponctuelles, c'est-à-dire l'évaluation de prévalidation, l'évaluation de post-validation et bien sûr l'enquête de validation. Quels sont les objectifs de cette première évaluation qui est l'évaluation du risque de tétanos néonatal? Il s'agit tout d'abord d'identifier les districts à haut risque dans lesquels les femmes en âge de procréer seront ciblées par des séries d'AVS afin de renforcer leur immunité contre le tétanos. Deuxièmement, il s'agit d'identifier les districts les moins performants où nous effectuerons nos évaluations avant et après l'intervention. Identifier les districts les moins performants pour notre enquête de validation. Donc, les évaluations de pré-validation sont conduites dans les districts les moins performants, au moins. Un an après l'évaluation de prévalidation est effectuée. Et une fois qu'on a conclu, grâce à la prévalidation, que les pays ou que certaines parties des pays ont éliminé tétanos néonatal, alors là, on intervient pour vérifier grâce à une enquête de validation. Et c'est quelque chose qui est recommandé par l'OMS, que tous les 5 ans, les pays doivent effectuer ces enquêtes et les intégrer dans un programme d'examen pour évaluer les indicateurs de base et le système de santé au niveau des districts, juste pour se rassurer sur le fait que... Alors, diapositive suivante. Alors, comme je l'ai dit, l'évaluation est un continuum. Voici les jalons critiques. Comme je l'ai dit, une fois que les 3 rounds sont complets, on passe à la prévalidation. Mais il faut avoir en place l'administration pour tous les districts que nous ciblons, pour une couverture d'au moins 80% pour les TTC V2. Et il faut s'assurer qu'on a fait suffisamment d'actions pour qu'ils puissent passer à la prévalidation avec l'UNICEF, avec l'OMS,
pour un examen des données. Et une fois que cette prévalidation a eu lieu, on passe à l'évaluation de prévalidation et on examine les données. Une fois que la prévalidation montre que le pays a peut-être éliminé le tétanos, on utilise le LQACS. Ça, c'est très technique, c'est basé sur les statistiques, c'est une méthode soviétique pour valider. Et une fois que la validation a été effectuée et que le résultat est que le pays a vraiment éliminé le tétanos néonatal, on donne à ce pays ou cette partie du pays qui a éliminé le tétanos maternel et néonatal. Et l'une des recommandations est que le pays doit développer un plan durable et le mettre en œuvre. Juste pour s'assurer que nous sommes en bonne voie pour l'élimination. Et vous voyez bien la flèche du bas. Dans tout ce processus, l'OMS et l'UNICEF vont fournir un support technique et financier. Alors, on commence par la prévalidation. Pour vous donner un peu de contexte, la prévalidation, c'est le deuxième jalon critique du continuum. Ça se déroule une fois que le pays a fait ses tours préliminaires et a atteint la couverture suffisante dans les districts qui sont ciblés, et au moins un an après que le programme soit terminé, on peut tirer les bénéfices avant de passer à la validation. C'est un exercice conjoint soutenu par l'OMS, l'UNICEF et leurs autres partenaires. Diapositive suivante. Donc l'objectif principal de l'évaluation de prévalidation est de confirmer que tous les districts sont à risque faible pour le tétanos néonatal et maternel, et donc que le pays est prêt pour l'enquête de validation. L'objectif est d'identifier les districts les moins performants, et puis de mettre en place des visites sur le terrain vers ces districts peu performants pour vérifier leur statut de risque. Si le statut de risque est faible, on doit sélectionner les districts dans lesquels l'enquête de validation va avoir lieu, et pour préparer justement cette enquête. Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs étapes de préparation. Et le premier est de recueillir des indicateurs de performance de base et supplémentaires sur les 3 années précédentes, y compris des indicateurs de développement humain qui sont précisés dans le guide de l'OMS. Et puis on utilise diverses sources de données administratives, des enquêtes sur les ménages auxquelles il faut accéder, et des données de couverture par dose des 3 tours de TTCV AIS pour voir où la couverture n'est pas suffisante. Alors on utilise cela en recueillant les données sur les districts spécifiques. Il faut qu'il y ait une couverture d'au moins 80% dans ces districts. Alors, l'étape suivante, c'est l'examen des données initiales, voir s'il y a des données manquantes sur les feuilles de calcul d'un district ou d'un autre, s'il y a des données questionnables, par exemple si on a une couverture de plus de 100%, et également si les districts ont des taux de tétanos néonatal supérieurs à 1 pour 1000, parce que ça c'est important.
Parce que pour les AIS, si on trouve que les districts ont un ou plus par 1000 naissances vivantes, ça veut dire que le pays n'est pas prêt pour l'évaluation et que le pays n'a pas éliminé le tétanos. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est pour identifier les districts les moins performants où l'évaluation doit être effectuée et se concentrer sur une population cumulée de 10 000 naissances vivantes. Les visites sur le terrain, ça c'est extrêmement important. Un examen des données, examen des documents. Et l'étape suivante, c'est d'aller sur le terrain. C'est vital pour l'évaluation parce que ça permet de recueillir des données supplémentaires et dans les installations de santé du district, et ça permet de conduire des entretiens sur l'immunisation néonatale et maternelle. Et ça permet également d'avoir des entretiens avec les parties prenantes au niveau communautaire, notamment les leaders communautaires, avec le personnel de santé. Et c'est également une opportunité de regarder les pratiques de gestion des données au niveau des vaccins, de la chaîne du froid. Et on peut également observer des sessions, des séances de vaccination. L'étape 4, c'est de consolider tous les résultats de l'examen de données et des visites sur le terrain. Donc, on a fait l'examen, on est allé sur le terrain pour faire l'évaluation et maintenant, il faut consolider et analyser ces données. Alors, récemment, dans les 5-10 dernières années, on a eu l'opportunité d'utiliser le Kit Open Data, le ODK. Et ça, c'est un programme qui fonctionne sur les appareils portables, comme les tablettes, les téléphones portables. Et ça permet une collecte des données et une transmission des données en temps réel. Et cette transmission des données à un serveur central immédiatement après que les questionnaires aient été remplis. Ça, c'est maintenant possible, ce qui permet de vérifier si les données contiennent des erreurs ou si elles demandent des actions correctives immédiates. La cinquième étape, c'est le débriefing sur les conclusions et les étapes suivantes. Alors, on s'est intéressé au niveau communautaire, on a analysé les données, les principales conclusions, et il faut maintenant débriefer les parties prenantes clés, parce que cette évaluation, lors de la quatrième étape, a été demandée par le ministère de la Santé, et il faut revenir vers le ministère de la Santé et les partenaires techniques pour les débriefer sur nos conclusions, ce que l'enquête a révélé. Donc, si l'évaluation n'a pas généré d'évidence d'élimination dans les districts observés, on va faire des activités d'immunisation supplémentaires dans les districts qui en ont besoin. Et ensuite, les mesures seront prises pour combler ces lacunes. Mais si l'évaluation conclut que, avec des données probantes, que le district qu'on a visité a bien éliminé le tétanos, alors on a l'opportunité de se préparer à la, à la prochaine étape. Donc la sixième étape, et je passe. Il faut qu'on articule notre travail. Il faut, il faut qu'on parle des objectifs, des méthodes et de toutes les autres recommandations. La prochaine étape dépendra des conclusions, de savoir si nos découvertes permettent l'élimination du tétanos ou pas. Ensuite, la prochaine étape pour le pays sera de se préparer à l'évaluation. S'il n'y a pas eu d'élimination, on recommandera au pays qu'il fasse d'autres activités, en particulier
en particulier dans les districts à haut risque. Prochaine diapositive. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse au planning. Comme je le disais, celui-ci est assez important. Lorsque les pays mettent en place leur plan, la première chose qu'ils peuvent faire, comme je l'ai dit, c'est identifier les districts à haut risque. Comment ils transitionnent vers la prochaine étape, à savoir les plans. Les pays devraient donc se préparer en passant d'un secteur à l'autre. Il faut planifier à l'année. Disons que si un pays a fini quelque chose cette année, ils doivent préparer leur plan pour l'année prochaine. Ils doivent se préparer pour l'évaluation de prévalidation en discutant avec les partenaires techniques afin de déterminer la conduite des événements selon les données disponibles. Ensuite, passons au ministère des Santé. Lorsque les pays pensent qu'ils ont éliminé le tétanos, la première étape, c'est qu'un ministère de la Santé envoie une demande officielle à un membre de l'OMS pour un support technique pour conduire une évaluation de prévalidation. Lorsque le pays reçoit cette demande, il doit envoyer une demande au bureau régional avec une copie au siège afin que nous puissions mettre en place un calendrier. L'équipe du pays, bien sûr, l'équipe qui dépend du pays, va mettre en place une réunion 2 fois par semaine, puisque ces enquêtes nécessitent une préparation assez intensive. Il faut des réunions donc 2 fois par semaine afin de se préparer de manière adéquate, si par exemple il y a des problèmes financiers, administratifs ou logistiques. Afin de combler afin de combler tous les trous évalués. Ensuite, il faut qu'il y ait un budget afin de préparer l'évaluation. Il faut voir avec l'UNICEF et l'OMS. Dépendant du pays, le financement de l'évaluation viendra soit de l'UNICEF, soit de l'OMS. Pour la préparation technique, selon l'analyse des risques, on devrait maintenant sélectionner 3-4 zones de faible performance. Cela dépend aussi de la perception du risque du pays. Il faut aussi que les districts soient dispersés géographiquement, mais encore une fois, ça dépend du passif du district en termes de performance. Enfin, il faut que les pays fassent une revue et adaptent les questionnaires lors des visites de terrain. Comme je le disais, on utilise l'ODK, on n'utilisait pas celui d'avant. Il faut que des plannings soient faits afin d'entraîner les équipes qui feront les évaluations. Comme je le disais, prochaine diapositive. Maintenant, passons des considérations logistiques. Pour une prévalidation, il faut le temps que doit passer une équipe jusqu'au débriefing des acteurs, eh bien, il nous faut au moins 10 jours. Des pays pensent qu'on peut faire ça un petit peu au petit bonheur de leur chance, mais ce n'est pas le cas. En effet, du fait des défis pour se rendre d'un endroit à l'autre, il faut prendre ça en compte. Ensuite, pour la collecte des données de terrain, il faut au moins 3 jours ouvrés nécessaires, puisqu'on va collecter des données au niveau des départements dans les districts. Il faut s'adresser aux personnes référentes et on va collecter des données dans les infrastructures de santé, dans les districts. On se rendra ensuite dans les communautés afin de collecter des données auprès des femmes qui ont donné naissance à des enfants, et ça 2 ans avant l'évaluation. Donc comme je le disais, il faut qu'on soit capable de faire ça en moins de 3 jours ouvrés. Ensuite, il faut qu'il y ait des arrangements qui soient pris pour la formation des équipes d'évaluation. En effet, c'est capital, puisque il y a des techniques pour mener l'évaluation, que ce soit l'identification des ménages, se rendre d'un ménage à l'autre, avoir des techniques d'interview, etc. Donc l'entraînement, c'est capital. Et au-delà de l'entraînement
théorique, ça doit aller au-delà de l'entraînement théorique. Dans une salle de conférence, il faut aller sur le terrain pour mener des exercices de simulation, pour faire en sorte que il y ait vraiment une articulation entre ce dont on parle de manière théorique et ce qui se déroule sur le terrain. En effet, des fois, il y a des personnes qui ne sont pas capables de mener les évaluations sur le terrain. Ensuite, il faut que ces évaluations mènent à des collectes de données. Donc, il faut faire en sorte qu'on puisse transporter les équipes pour aller à la fois dans le district et pour pouvoir se mouvoir d'un district à l'autre et se rendre aussi dans les communautés. Il faut mobiliser des ressources humaines et des transports, mais également il faut qu'il y ait une implication de la communauté. Cette implication doit être faite au sein des districts. Il faut qu'il y ait un plan de communication parmi les équipes. Elles doivent être capables de communiquer les unes entre les autres et de communiquer également avec la centrale. Et comme je le disais, en utilisant l'ODK, il faut que tous les questionnaires soient transmis, puisqu'on les utilisera pour les analyser. Prochaine diapositive. Maintenant, je vous ai parlé des risques de tétanos néonatal et de l'analyse des risques. Passons maintenant aux aspects critiques des districts. On va mener des campagnes de vaccination. Et il faut qu'on comprenne pourquoi on se concentre sur un district particulier. Les raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est par rapport aux données qu'on a. Et avec des discussions en profondeur, il faut qu'on permette d'identifier ces districts. Il faut vraiment qu'on comprenne le processus d'analyse des risques. Donc voilà, voilà un stratagème recommandé par l'OMS et l'UNICEF afin de mener une analyse des risques. On s'intéresse d'abord aux indicateurs de base et supplémentaires. Les indicateurs supplémentaires indiquent les TT2+, la couverture TT2+, mais également des vraies campagnes, des soins anténataux, qui est aussi un indicateur supplémentaire, et également des accouchements dans des milieux professionnels. En effet, les accouchements doivent se faire dans des infrastructures de santé avec du personnel qualifié. On en a parlé durant la deuxième session de ce webinaire, ça fait partie d'une des stratégies clés de vaccination. Donc, lorsqu'on fait une analyse, on essaie de se rendre compte de la couverture et de l'indicateur de performance des différentes stratégies. Prochaine diapositive. Voilà un exemple du type d'analyse que nous menons et des résultats que cela nous donne. Donc là, par exemple, il y a tous les districts dans la première colonne de A à M. Ensuite, la date, enfin, les dates euh, des indicateurs. Par exemple, DTP3, où la couverture TT de plus signalée, les visites anténatales, et ensuite les accouchements avec des professionnels. Ensuite, les quatrième et cinquième colonnes sont des données administratives. En ce qui concerne les accouchements en milieu sain, la plupart du temps, nous nous reposons sur des données qui ont été effectuées par des enquêtes auprès des ménages, mais également par des données démographiques et aussi toute une collection de différents indicateurs de différentes sources. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc quand vous allez regarder ce tableau, vous allez pouvoir comprendre quels sont les districts qui sont probablement à haut risque, quels sont les districts qui ont une faible couverture pour ces indicateurs. Prochaine diapositive. Encore une fois, désolé pour les interprètes, je sais que c'est difficile, alors je ne vais pas rentrer dans les détails.
Mm, mais la plupart des participants de cette conférence sont familiers avec ce qui est présenté ici. Ce que l'on a ici, ce sont les différents indicateurs qui sont calculés et basés sur la couverture. Donc, donc moins de 50%, c'est zéro dose. Entre 50 et 79, c'est 1. Et au-delà de 80%, c'est 2. Donc ça dépend de l'amplitude que l'on donne à chaque indicateur, que ce soit des indicateurs principaux. Les deux indicateurs principaux, comme je l'ai dit, sont la couverture TT de plus, TD de plus, et enfin les accouchements dans des milieux professionnels. C'est pour ça que vous pouvez constater que le plus de 80% pour TD de plus, c'est 4, et pour les indicateurs supplémentaires, le, pourcentage supérieur à 80% correspondra à 2. Alors vous avez déjà un guide de l'OMS qui vous indique tout ça. Prochaine diapositive. Encore une fois, voilà un exemple. Donc comme je le disais, si vous regardez la colonne DTP3, au-delà de 80% nous donne un score de 2. De 50 à 79%, cela correspond à un score de 1 et moins de 50%, cela correspond à un score de 0. Et c'est pareil pour tous les autres données. Ensuite, on additionne tous les scores. Ensuite, les districts avec les scores les plus bas. Par exemple, si on regarde ce tableau, je m'intéresserai au district A, ensuite le district G et le district I. Donc on a les analyses et tout ce qu'il faut. Mais vu qu'on a des manques en termes de données, il faut qu'on s'appuie sur les connaissances locales. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous aurez remarqué que dans l'analyse, on a mentionné des erreurs et également dans la session précédente, on a mentionné que le taux de tétanos néonatal en deçà du seuil de 1 pour 1000 naissances par district va déterminer si nous allons passer d'une campagne de vaccination à une évaluation prévalidation. Si on a un taux supérieur ou égal à 1 sur 1000 naissances, on ne va pas pouvoir progresser puisque c'est un indicateur clair qui montre que ces districts sont à haut risque. Mais encore une fois, ceux d'entre nous qui se sont rendus sur le terrain, qui ont entendu que la veille du tétanos néonatal est menée, vous serez rendu compte que dans la plupart des cas, on arrive à détecter uniquement 10% des cas de tétanos néonatal. Donc sur cette score, vous avez vu qu'on n'a pas pu l'inclure. En effet, c'est dû au manque que l'on a dans les systèmes de veille, puisqu'on a des districts qui ne déclarent pas les cas. Quelle est la qualité de la surveillance? Mais on ne l'a pas dans le tableau. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On va vous parler des outils qu'on utilise. Donc, on a les outils d'évaluation. Je suis sûr que vous les connaissez déjà. Donc, on a les outils au niveau du district, les entrevues avec les collègues. Je vous renvoie aux diapositives références. On a des outils au niveau des infrastructures de santé, des outils au niveau des communautés afin de mener des enquêtes rapides. Alors, quelles sont les activités aux différents niveaux? Premièrement, au niveau du district, on fait une revue des données et des matériels techniques. On, on s'intéresse à la santé néonatale et maternelle. On s'assure qu'il y a des accouchements faits dans des bonnes conditions.
Et également, il y a un système de veille épidémique. Ensuite, on interviewe les personnes référentes pertinentes au niveau local afin d'avoir l'opportunité de pouvoir surveiller la gestion. Nous utilisons la même approche lorsque nous faisons une révision des données au niveau des infrastructures de santé. Au niveau communautaire, nous menons des enquêtes dans les communautés sélectionnées et dans chaque infrastructure de santé. Si vous regardez votre écran là maintenant, nous sélectionnons des districts avec des bonnes et des mauvaises performances. Et à chaque fois, nous sélectionnons deux communautés qui doivent se trouver dans moins de 10 km de l'infrastructure de santé référente. L'idée est qu'ils aient accès aux infrastructures de santé afin que cela ne biaise pas le sondage. Donc maintenant, au niveau communautaire, nous identifions de manière aléatoire, en allant de ménage en ménage, nous essayons d'identifier les femmes qui ont donné naissance à des enfants dans les 24 mois avant le sondage. Nous essayons de voir quels sont les résultats euh, de la grossesse et des différentes interventions. Et on essaie de voir si elles ont reçu des doses suffisantes de vaccins antitétaniques, au moins 2 doses, avant, au moins pendant leur grossesse ou dans des grossesses précédentes, et cela inclut les campagnes de vaccination de masse. On demande aussi vers quelle infrastructure de santé elles se sont tournées, qui a assisté à l'accouchement, si elles ont eu un accouchement traditionnel ou dans des infrastructures de santé, si elles se sont bien occupées de leur cordon, des traitements du cordon ombilical. Donc ce sont des choses très importantes. Prochaine diapositive. Donc, comme je l'ai dit, quand on est au niveau communautaire, on a des bonnes et des mauvaises performances. Donc voilà un exemple des données qu'on va utiliser. Prochaine diapositive. Enfin, une fois qu'on a collecté toutes les données, on fait une analyse. Il faut qu'on arrive à une conclusion. Dans le district qu'on a interviewé, basé sur les informations qu'on a collectées et sur les enquêtes rapides, on se pose la question suivante. Est-ce que dans ce district, parmi le nombre total de femmes, aussi parmi les infrastructures de santé et dans les communautés, on interroge 4 communautés dans une district. Le nombre total, on essaie de savoir le nombre total de femmes qui ont été interrogées, que l'on a sondées. On essaie de savoir si elles sont couvertes à plus de 80% avec 2 doses de vaccin antitétanique au cours, euh, pour, au cours des 2 dernières années et pour leur dernière grossesse. Si c'est le cas, alors on considère que l'élimination a été totale et on recommande qu'une enquête de validation soit diligentée. En revanche, si les conditions d'accouchement en bonne, si les accouchements en bonnes conditions sont supérieurs à 70%, là aussi, la validation, là aussi, on considère que c'est validé. Mais si un ou deux de ces facteurs ne sont pas validés, s'il y a moins de 80% de couverture vaccinale et moins de 70% des accouchements qui se déroulent dans des bonnes conditions, alors on considère que l'élimination n'est pas totale et nous recommanderons des mesures correctrices afin afin de booster la couverture vaccinale dans ce district.
Donc, prochaine diapositive. Je pense que c'est tout. Vous voyez ici le résultat des évaluations et les méthodes, les outils sont exactement les mêmes que pour les évaluations de prévalidation. Mais les objectifs sont différents, très largement différents. Par exemple, quel est l'objectif d'une évaluation de prévalidation? Comme je l'ai dit, c'est pour évaluer si le pays a bien éliminé le tétanos néonatal et maternel. Et l'objectif de l'évaluation post-validation, c'est pour vérifier que le pays qui a validé l'élimination maintient cette élimination. Donc, en termes de statut du pays qui ont fait les évaluations de prévalidation, mais qui n'ont pas encore atteint l'élimination, l'évaluation de post-validation est effectuée dans ces pays par district. Et c'est pratiquement la même chose. Encore une fois, on peut toujours manipuler ça au niveau des pays pour le contenu par pays. Mais ce qu'indiquent les indicateurs, par exemple pour la prévalidation, je dis que la couverture TT2+, doit être au-delà de 80%. Et pour la post-validation, on continue de maintenir ce taux de 80%, alors que dans d'autres pays, on peut ajuster à 75%. Et puis, les accouchements avec assistance qualifiée également sont pris en compte. Donc, on voit que le seuil de post-validation n'est pas aussi haut que pour la prévalidation. Alors, à quelle décision on arrive pour ces deux différentes évaluations? Pour la prévalidation, on répond à la question, est-ce que le pays a éliminé le tétanos néonatal et maternel? Et pour la post-validation, la question est, est-ce que le pays maintient son statut sur l'élimination? Et ensuite, les étapes suivantes qui sont à prendre. Pour la prévalidation, on fait une enquête où on recommande des mesures correctives là où on pense que l'élimination n'a pas été atteinte. Pour la post-validation, encore une fois, à l'inverse de la polio, où on ne fait pas la même chose que pour la polio. Quel que soit le résultat, il faut maintenir ce statut. Si le statut n'a pas suivi la recommandation, si on trouve des lacunes, on les met en lumière et on informe le pays sur la façon de combler ces lacunes pour pouvoir continuer à maintenir ce statut d'élimination. Et je pense que c'est ma dernière diapositive, donc merci beaucoup et je passe la parole à François. Merci Nassir pour votre présentation. Mon premier commentaire est de noter que il y avait 29 pays différents qui assistaient à la séance et sur les 29, 24 ont déjà atteint le statut d'élimination. Et je suppose que on cherche maintenant à savoir comment valider ce maintien de l'élimination. Et pour les pays qui n'ont pas encore atteint l'élimination, il faut procéder à une évaluation. Donc, j'ai noté un certain nombre de questions dans le chat, des questions auxquelles je peux répondre. Je ne les ai pas toutes lues. Est-ce que vous avez des questions spécifiques dans le public? On a à peu près 10 minutes et on peut prendre encore 5 minutes parce qu'on a besoin de répondre à des questions sur la post-validation et le maintien du statut d'élimination. Donc, je passe la parole aux participants. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Euh, mer- ok, merci bien, Monsieur François. Merci également au présentateur. En fait, j'avais deux questions. Je suis docteur Daouda Sempara. Donc, je suis le webinaire depuis le Congo-Brazzaville. Je voulais savoir quand est-ce que l'évaluation post-élimination est réalisée. Un pays qui a obtenu le statut d'élimination, quand est-ce qu'on évalue après l'élimination son statut? Donc, la deuxième question, ça c'est par rapport à la situation lorsque on fait l'évaluation post-élimination, si le pays n'arrive pas à maintenir, sinon à atteindre les indicateurs qu'il faut pour ce maintien. C'est vrai, le présentateur a dit qu'on va combler les lacunes. Donc, je voulais juste qu'il rentre un peu dans les détails par rapport à ces lacunes. C'est vrai, elles peuvent ne pas être spécifiques. Donc, s'il peut nous donner juste deux exemples par rapport à ces lacunes. À vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daouda de la République du Congo-Brazzaville. Votre question était très pertinente. Comme je l'ai dit, j'ai mis une seule diapositive sur la post-validation et peut-être que ça a minimisé l'importance de la post-validation, de l'évaluation de post-validation. Mais comme François l'a dit, presque 90% des participants à cette séance de webinaire viennent de pays qui ont obtenu la validation et qui ont fait un travail énorme pour s'assurer qu'ils maintenaient le statut d'élimination du tétanos. Donc, en termes de périodicité, pour ce qui est d'effectuer l'évaluation post-validation, les recommandations du SAGE, du cabinet stratégique de l'OMS, groupe de conseil de l'OMS, ça doit être effectué tous les 5 ans. Et là où c'est possible, là où il y a déjà un programme d'examen, ça doit être intégré à ce programme. Malheureusement, cette recommandation est assez mal suivie. Très peu de pays ont effectué cette évaluation, sont parvenus à valider l'élimination, et c'est tous les 5 ans. Donc ça répond à votre première question. La deuxième question, c'est si le résultat de l'enquête de post-validation est positif, c'est-à-dire que le pays maintient son statut d'élimination, on va donner des recommandations pour renforcer ces actions qu'ils sont déjà en train d'entreprendre pour maintenir ce statut. Par contre, si les résultats sont que le pays, dans certains districts en tout cas, montrent que le pays ne maintient plus son statut d'élimination, et c'est peut-être actuellement le cas parce que nous analysons les données selon un certain prisme, si on continue de voir des districts avec des taux un nombre de tétanos néonatal par nombre de naissances qui ne correspond pas. Alors là, dans ces districts, on conseille d'autres analyses, collecte d'autres données et d'autres analyses qui doivent être effectuées sur tous les districts. Parce que vous trouverez peut-être qu'on a travaillé sur 3 ou 4 districts. Et donc, on conseille au pays de prendre des mesures correctives. Ces mesures correctives, nous, on dit que là où c'est possible, il faut faire 2 tours d'AIS sur les femmes en âge de procréer, sur les districts à haut risque en tout cas. Et si c'est pas possible, il faut mettre en place un système d'immunisation supplémentaire et développer la portée de ces programmes.
Donc voilà les options qui sont sur la table pour ces pays. Par exemple, si un pays trouve que des districts sont à risque, c'est une opportunité de toucher ces femmes en âge de procréer. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci. Alors maintenant, le temps passe, nous devons accélérer un peu et on a un point important à aborder pour beaucoup des participants. Il y a une question de Mamadou Baldé. Donc, je pense qu'il parle du seuil pour la prévalidation, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel est le seuil pour considérer que tous les districts sont à risque faible? Alors, comme je l'ai dit, il faut s'assurer que tous les districts, au moins d'un cas de tétanos néonatal par 1 000 naissances. Ça, c'est la première étape. Et si tous les districts ont une couverture de 80% en TT2+, pour les femmes en âge de procréer, et des accouchements avec du personnel qualifié, si vous avez ce type de situation, le pays pourrait bien avoir éliminé le tétanos néonatal et maternel. Et donc, il faut faire une enquête de validation pour vérifier cela, vérifier que c'est bien le cas. Et la question suivante était quand effectuer l'évaluation de prévalidation. Alors, comme je l'ai dit, pour que les pays identifient les districts à haut risque et les cibles avec des tournées de DTC et des T2, une fois que c'est fait, et après le dernier tour de cette campagne, il faut effectuer une analyse des risques. Et une fois qu'ils ont atteint ce seuil dont on a parlé, là, ils peuvent passer à la suite. Mais les pays prennent parfois plusieurs années pour mener ces campagnes, certains 5 ans, à cause des ressources disponibles, des priorités des divers pays. Donc, Mamadou, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. En tout cas, j'ai essayé. Alors, je peux peut-être compléter. Quand vous parlez de prévalidation, ça veut dire qu'avant la prévalidation, avant qu'elle ait lieu, il y a eu un examen des risques et des performances de tous les districts du pays. Et ça, c'est valide à la fois avant d'atteindre le statut d'élimination, en post-validation. Et quand on regarde ça avec tous ces indicateurs, si vous n'avez pas encore atteint l'élimination, il faut atteindre 80% TT2T, donc cette couverture de 80%, ou 75% dans tous les districts. Et là, vous pouvez prétendre à la prévalidation. Et si vous avez un district que vous considérez à haut risque, vous examinez quand les AIS ont eu lieu, quelles ont été les performances de ces AIS, et vous regardez les autres districts qui n'ont pas effectué ces activités d'immunisation supplémentaires. Vous devez vous assurer que tous les districts sont à risque faible. Quand vous êtes en post-validation, le seuil baisse un peu parce que il y a une estimation de la protection et il y a beaucoup d'entreprises, de secteurs privés pour les accouchements. Donc, il faut baisser un peu le seuil à 70, voire 60% respectivement. Donc, quand on fait la post-validation, c'est l'un ou l'autre indicateur de ce seuil qui doit être acceptable. Et parfois, on a de la chance, les deux
sont là. Et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, François. Je ne sais pas si on a d'autres questions avant de passer à la suite et d'ouvrir la deuxième séance de ce webinaire. Alors, ah, alors, on peut toujours y revenir. J'ai dit qu'on peut passer à la deuxième partie et si les gens ont encore des questions, on peut toujours y revenir par la suite. Oui, passons à la deuxième partie de notre présentation, c'est-à-dire comment effectuer en pratique une enquête de validation pour valider le fait qu'un district a atteint le seuil acceptable de 1 pour 1000 naissances. Donc, pas d'info, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup François pour cette première partie. Je suis ravi de faire partie de cette réunion. Et je vais faire la deuxième partie de ma présentation en français. While the slide will continue to be displayed in English. Donc, faisant suite à la première partie, je dirais que là, nous allons discuter sur l'enquête de validation de l'élimination du tétanos maternel et néonatal. Il faut dire que cette enquête est dernière, la dernière évaluation pour vraiment s'assurer que le pays a éliminé ou non le tétanos néonatal ou qu'une partie du pays a éliminé ou non. Donc, l'enquête est recommandée par prévalidation. Donc, c'est la suite de la prévalidation, comme l'a dit Nassir, que la décision prise s'il faut aller à l'enquête de validation ou non, sur la base de tout ce qui est généré comme preuve, comme évidence lors de l'exercice de prévalidation. Mais cette enquête aussi peut être commandée, peut être souhaitée par le pays lorsque le principal indicateur de décès néonatal dû au tétanos, donc si cet indicateur-là est de moins de 1 pour 1000 naissances vivantes, 1000 naissances enfants vivantes dans chacun des districts du pays. Donc, lorsque le pays est à cette étape aussi et que le pays a fait la prévalidation, le pays peut demander la validation. Donc, l'enquête qui suit la méthode de Lot Quality Assurance Cluster Samples est recommandée par l'OMS qui a élaboré à cet effet un guide dont toutes les étapes suivre. Donc, ce sont des étapes standardisées et c'est le même guide, la même méthodologie qui est appliquée depuis lors dans tous les pays pour faire cette enquête. Alors, le QACS, comme je l'ai dit, Load Quality Assessment Concern Sample, il va mesurer, il va permettre de déterminer le nombre de décès dus au tétanos néonatal. Donc, il va vérifier si ce nombre-là est vraiment de 1 cas pour 1000 naissances vivantes, 1000 enfants naissances vivantes dans le pays ou la région. Donc, cette enquête, cette méthode assume que comme le taux de mortalité dû au tétanos néonatal, il assume que ce taux est très proche de l'incidence parce que nous savons que le tétanos néonatal a une mortalité très, très haute. Donc, en évaluant le décès, indirectement, on essaie d'évaluer l'incidence aussi. Et cette enquête va passer par les naissances vivantes. Donc, dans le jargon statistique, on va dire la base de sondage, l'élément d'unité d'analyse va être les naissances vivantes qui sont intervenues dans les 12 mois suivant la période où l'enquête doit être faite. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour mesurer cette mortalité. Et à l'intérieur, les décès vont être identifiés, les décès néonatals vont être investigués, la technique de l'autopsie verbale, pour pouvoir déterminer si
ces décès ont été causés par le tétanos ou pas. Alors, il faut retenir que cette enquête ne va pas nous donner un point estimé, ne peut pas nous donner une valeur de mortalité au décès néonatal. C'est pas de point estimé, mais ça permet de tirer la conclusion que le nombre est semblablement moins de 1 cas pour 1000 naissances vivantes, parce que c'est un LQA, comme vous le savez. Et donc, au cours de l'enquête, le nombre de décès dus au tétanos néonatal qui vont être détectés vont être comparés à un nombre prédéterminé qui tient compte de la taille de l'échantillon qui a été utilisé au cours de cette enquête. Donc, il y a un seuil, un nombre de décisions qui est là et on va comparer le nombre de décès au tétanos que nous avons trouvé pendant l'enquête. On va le rapprocher de ce seuil de décision et c'est ça qui permettra de que le pays éliminer le tétanos, il passe, on dit il a passé, ou bien que le district où le pays a échoué, ça c'est le fail. C'est le gros principe comme ça. Alors, dans son organisation, il y a des étapes. Comme dans la prévalidation, on passe obligatoirement encore par de la revue donnée, le À text review, l'info, comme on le dit. Oui, oui, pardon, désolé de vous interrompre. Le son est un petit peu coupé. Je ne sais pas si ça vient de la connexion peut-être. Du coup, les interprètes n'arrivent pas à faire la traduction vers l'anglais. Peut-être, je dirais, éloigner légèrement le micro déjà. Et je suis désolé, peut-être couper la vidéo pour assurer une meilleure bande passante. C'est très agréable de vous voir, mais malheureusement, je crois que la connexion est pas assez forte. On va essayer. Merci beaucoup. ok. Bien, merci. Est-ce que c'est un peu mieux maintenant? On va Ok. essayer, on va voir sur la durée. Merci. D'accord, vous me direz à tout moment. Donc, Parfait. je disais qu'on passe par cette étape de Lex Review, qui est la revue de la qualité des données, et c'est à peu près le même processus que lors de la prévalidation. Donc, on aura les indicateurs clés et les indicateurs additionnels ou les indicateurs supplémentaires qu'on va regarder et on va les prendre dans différentes sources. Docteur Nassir avait présenté, on reviendra sur ça. Il y en a qui vont provenir de la vaccination elle-même, il y en a qui vont provenir de la santé de la mère et de l'enfant, il y en a qui vont provenir des enquêtes aussi, des précédentes enquêtes. Et lorsqu'on fait cette revue des données, on peut avoir trois possibles résultats. Les données peuvent être clairement en faveur d'une élimination, c'est-à-dire les données étaient complètes, elles étaient bien tenues, elles étaient de haute qualité et à l'intérieur, on a pu retrouver et retracer que tous les districts avaient présenté moins de 1 cas de décès dû au tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes. Donc là, lorsque les données sont très bien tenues et tout ça, on peut déjà déclarer l'élimination. Mais c'est rare. Les données peuvent indiquer que l'élimination n'est pas encore atteinte, hein, ou alors que vraiment il y a de forts, on a de fortes évidences qu'on n'est pas encore à l'élimination. Les données aussi peuvent permettre d'aller à cette conclusion. Et si tel est le cas, on met en place des mesures additionnelles pour renforcer l'immunité, comme le disait Nassir, avant de revenir plus tard pour refaire cette validation. Le troisième scénario, c'est que les données indiquent que certainement on a atteint, les données, possiblement on a atteint l'élimination, mais on n'est pas très sûr sur une ou deux choses, hein. Et en ce moment, on va mettre en place le processus pour aller faire l'enquête de validation. Alors, lorsqu'on va regarder, on a la desk review, la revue des données, donc on a ces indicateurs clés, on a les indicateurs additionnels et on a les autres indicateurs. Donc, je ne vais pas entraîner sur ça parce que Nassir les avait suffisamment rapportés, mais vous remarquerez que le premier groupe sont plus ou moins liés directement au programme de vaccination et à la surveillance avec les accouchements propres. Le deuxième, on va aller chercher
sur les SAE, c'est-à-dire les campagnes de vaccination TD, les consultations prénatales, d'autres indicateurs de vaccination comme le Penta 1, le Penta 3 et le troisième groupe, ça va être encore plus large, la couverture rouge, la couverture méningite, et d'autres indicateurs même sur les situations socio-démographiques et tout ça. Donc, c'est des éléments qui viennent pour soutenir la revue des données, qu'on puisse avoir vraiment tous les éléments qui permettront de décider si on va à l'enquête de validation ou pas. La deuxième phase, une fois qu'on prend la décision de faire cette enquête de validation, la deuxième phase va être la visite terrain, va être la visite dans le district, une visite pour faire cette enquête en question. Donc, la visite va suivre la revue qui a été faite et la visite va se passer dans le district ou les districts qui apparaissent comme les moins performants dans l'ensemble des districts du pays. Mais la sélection finale, le choix final du district ne doit pas seulement s'accrocher sur les indicateurs de performance, mais on doit tenir compte d'autres considérations de santé publique de façon générale, les considérations liées aux finances, à la logistique, et aussi souvent le feeling des acteurs nationaux, les acteurs de l'OMS, de l'UNICEF qui accompagnent le processus, sont très, très importants pour décider du district dans lequel finalement cette enquête va être faite. Quand bien même c'est soutenu toujours par la revue documentaire, mais souvent on peut arriver sur 2, 3 districts et il est très qui sont à peu près au même niveau qu'on suit quand on fait la Dex Review. Maintenant, pour choisir, là, c'est la connaissance locale, les impressions des acteurs qui travaillent dans ces districts et tout ça, on met tout le monde ensemble pour arriver à ce choix. Et on va le faire sur un seul district généralement. Il arrive des fois où on combine 2 districts, surtout lorsque on a affaire à des districts qui sont de petite taille en termes de population. Donc, pour des questions de statistiques, on peut arriver à combiner 2 districts pour atteindre une taille raisonnable. Et l'enquête basée sur l'assumption que c'est l'approche c'est le scénario du pire. Voilà, on appelle ça aussi souvent comme ça. On utilise une approche appelée scénario du pire. C'est-à-dire, si dans le district relativement le plus à risque, si on arrive à démontrer que le tétanos a été éliminé, ça veut dire, par ricochet, que dans les districts qui sont un peu mieux lotis en termes de performance, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont éliminé par ricochet, tous les pays aura éliminé. Mais l'enquête, ce sur quoi on va insister ici, l'enquête en elle-même, elle peut paraître simple, paraître facile, puisque quand on voit que c'est un LQA, c'est basé sur le LQA, on a tendance à penser qu'il est facile à faire, mais attention, c'est une évaluation très intensive, un exercice très, très complexe qui doit rigoureusement suivre dispositions statistiques, mais aussi les dispositions de mise en œuvre. Donc, ça demande beaucoup de temps de préparation et ça demande d'avoir un timing rigoureux qui prend en compte tous les aspects pour pouvoir avoir des données de qualité. Parce qu'il y aura des indicateurs de qualité à atteindre pour cette enquête-là. Et il faut avoir en tête aussi que l'enquête, le plus souvent, va intervenir dans les sites, les endroits les plus difficiles à arriver en termes d'accessibilité, les endroits les plus éloignés par rapport au centre du district et souvent des endroits qui sont les plus isolés. N'oublions pas, nous appliquons le scénario du pire. Donc, et ça rend encore l'enquête assez complexe et ça va demander qu'on ait différentes expertises autour de la table pour pouvoir mener au mieux cette enquête-là. Donc, c'est l'une des enquêtes dans laquelle vous allez retrouver au niveau de l'équipe de coordination, vous allez retrouver des vaccinologues, des spécialistes en vaccination, en surveillance, des pédiatres ou des spécialistes en néonatologie, mais aussi des statisticiens, voilà. Et chacun aura un rôle à jouer. Dernier élément ici, très, très important, c'est l'une des rares enquêtes, en tout cas que moi je connaisse,
sinon, la seule, ils ne sont pas plus de deux, elles sont pas plus de deux, qui peut être invalidée sans qu'on ne regarde même le résultat final. Donc, à la fin du processus de collecte, on peut décider d'invalider le résultat sans aller sur le résultat final qui est la décision de savoir si le pays a éliminé ou pas. Et on reviendra sur les critères qui peuvent entraîner ça. Dans la préparation, on a des éléments qui sont communs avec la prévalidation, notamment cette mise en place de cette équipe technique au niveau national qui va l'idée diriger toute cette préparation. Donc, on aura à faire ce briefing sur la méthode elle-même, en termes de méthode, de responsabilité, etc. Il faut avoir un point focal national, obligatoire, un point focal national qui va faire le lien entre les partenaires, l'OMS, UNICEF, les autres partenaires, le ministère de la Santé et le PEV, qui va vraiment s'occuper de toute cette coordination globale, qui va gérer les aspects administratifs, les lettres, etc. On va avoir, cette notification. Donc, une fois que le district est sélectionné, il faut notifier, informer le district pour commencer localement un certain nombre de préparations. Et ensemble, on va voir quelles sont les meilleures dates possibles pour faire l'enquête dans les meilleures conditions possibles. Donc, il faut tenir compte du climat, des saisons dans la région, des grands événements dans la région. Il faut mettre vraiment tous les champs de son côté parce que c'est une enquête communautaire. Donc, il faut tout faire pour que la communauté soit la plus participative possible. Et évidemment, le pays va rester en étroit contact avec l'OMS régional siège pour tous les autres aspects. Sur le volet statistique de taille d'échantillon, donc on va calculer cette taille d'échantillon basée sur les recommandations de l'OMS. Il y a un outil, un tableau qui permet au regard du nombre de naissances vivantes dans le district de dire quelle est la taille minimale d'échantillon sur laquelle il faut travailler. Ça se trouve dans un tableau. Et on va décider est-ce qu'on fait un échantillonnage de type simple ou de type double. Le type simple, on a un seul échantillon, on fait la collecte jusqu'à la fin et puis on regarde les résultats. Le type double, on a deux échantillons. On a un premier échantillon qui est un peu réduit. On fait la première collecte dessus. Au vu des résultats, on peut soit être capable de tirer déjà la conclusion ou bien on passe à un deuxième échantillon pour compléter. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients. On va sélectionner après les clusters, les grappes dans lesquelles les sites vont se passer sur une méthode de probabilité basée sur la taille. Et il faut retenir qu'ici, le cluster, la grappe, est ramené au niveau du village ou du quartier. Voilà. Et comme toutes les enquêtes maintenant, il y a la phase de micro-plan qui est très critique, qui est très essentielle, parce qu'il faut faire cette micro-planification une fois qu'on a les grappes, de sorte à préparer la logistique nécessaire. Il faut faire en sorte que les équipes travaillent dans les zones où il y a les grappes les plus proches possibles. Donc, il faut faire un regroupement des grappes pour réduire les distances de déplacement. Parce que, comme on le sait, on va intervenir dans les zones souvent les plus difficiles en termes d'accessibilité. On va finaliser le microplan et le budget qui vont être soumis à l'OMS et on va commencer maintenant à identifier tous les staffs qui vont intervenir, les moniteurs, les superviseurs, les enquêteurs et les guides. On reviendra sur ça. La formation va se faire à deux niveaux. On a la formation au niveau national qui va impliquer tous ceux qui vont servir de moniteur. Ça dure 2 ou 3 jours. Obligatoirement un exercice terrain. Ça, c'est les standards de l'OMS. On aura une deuxième formation qui se passe idéalement, et le plus souvent, c'est ce qui est recommandé, dans le district retenu pour faire l'exercice. Et c'est là-bas qu'on va faire la formation du deuxième groupe de staff, notamment les superviseurs, les enquêteurs et éventuellement les statisticiens, data managers. Et il est recommandé que, autant que possible, cette formation se
dans la langue locale, c'est-à-dire la langue qui va être utilisée par les enquêteurs lorsqu'ils seront dans les ménages. C'est pour ça que les enquêteurs aussi sont sélectionnés dans le district où l'exercice se passait. Et on va la faire, cette formation, sur 2, 3 jours, avec toujours cet exercice terrain pour déjà affiner les techniques d'interrogatoire, affiner l'utilisation des outils et voir et réajuster certaines choses. Rapidement, le staff, je l'ai cité, on a les enquêteurs et ces enquêteurs, lors de la collecte, ils vont être chargés de compléter une grappe par jour, en gros, une grappe par jour. Ils vont travailler individuellement et ceux qui sont responsables de remplir 2 des 3 formulaires, on viendra sur ça, et qui seront en contact premier avec les résidents dans les ménages et les familles. Et leur rôle, c'est d'identifier toutes les grossesses, toutes les naissances vivantes, tous les décès. On aura, idéalement, on va prendre des infirmières ou des élèves infirmiers en formation, des sages-femmes. En tout cas, on veut que ce soit du personnel qui a certaines aptitudes à conduire les interrogatoires, parce qu'on le verra, ça va demander d'interroger les femmes sur un certain nombre de choses intimement liées à leur vie de couple, je peux dire. Donc, ces enquêtrices, comme moi je les appelle, doivent connaître vraiment l'environnement local et nous parler la langue locale. Après, on a les superviseurs qui vont gérer 2 à 3 enquêteurs et qui vont être responsables de toute la planification au sein de l'équipe. Il faut dire que dans ces enquêtes, une équipe est constituée du superviseur, de ses enquêteurs et de son chauffeur. Donc, c'est le superviseur qui va gérer cette petite équipe, qui va faire le planning de la journée pour ces équipes, qui va se charger de leur déplacement. Et c'est lui qui, idéalement, va faire les investigations lorsque un décès néonatal est identifié par l'enquêteur. C'est pour ça le superviseur aussi, de préférence, que ce soit des médecins, ou en tout cas des gens du corps médical rompus aux techniques d'investigation sur les décès. Et lui, il va faire toutes ces investigations et il va rester en contact avec les moniteurs. Et c'est lui qui est chargé d'assurer la qualité, de faire la revue en première instance de tous les formulaires, de toutes les données qui ont été entrées par les enquêteurs. Et après, on a les moniteurs qui vont venir chapeauter ce groupe-là, qui sont généralement des gens du niveau national ou provincial et qui vont assurer la supervision de second niveau, qui vont faire la revue aussi en deuxième instance des données qui sont arrivées sur papier ou sur tablette, puisque maintenant on fait la collecte avec les tablettes. Donc, on va extraire, ils vont faire la revue, mais ils ont la possibilité de checker aussi sur l'appareil directement. Et c'est eux qui vont faire la réinvestigation de tous les cas de décès que les superviseurs auront investigué en première instance. Donc, une double investigation, si vous voulez. Le guide local, pour aider l'enquêteur à se déplacer dans la communauté, pour faciliter l'entrée dans les ménages. Voilà. Et lui, il est identifié localement avec le responsable de la communauté. Je vais pas traîner sur ça. Et le consultant ou les consultants internationaux qui vont servir de coordination, de coordinateurs internationaux, j'allais dire, enquêtes, qui sont généralement identifiés par l'OMS et qui vont veiller à ce que tout le standard de l'OMS soit respecté du début jusqu'à la fin et qui vont être en charge d'intervenir sur les rapports, le débriefing et l'inclusion. Au niveau du formulaire, nous avons 3 formulaires dans cette enquête. Le premier va servir à prendre toutes les informations sur le ménage et c'est là-bas qu'on va identifier s'il y a des naissances vivantes éligibles pour notre enquête et s'il y a eu des décès en néonatal dans ces ménages-là. Dans le deuxième formulaire, toute naissance vivante éligible va être enregistrée dans le deuxième formulaire avec un certain nombre de détails sur ses caractéristiques, sexe, est-ce qu'il est toujours vivant,
et d'informations aussi sur les conditions d'accouchement, le lieu qui a fait cet accouchement, est-ce que c'était quelqu'un de qualifié, on a traité le cordon, et est-ce que la femme, elle, maman, avait reçu ses doses de tétés, etc. Donc, on prend des informations sur la naissance vivante et sur la mère de cette naissance vivante-là. Le troisième formulaire, il est consacré aux investigations. Une fois que une des naissances vivantes, l'issue a été un décès, c'est ce formulaire-là que le superviseur va utiliser pour faire l'investigation en première instance. Donc, ce formulaire 3, il n'est pas à renseigner, il n'est pas renseigné par l'enquêteur, il est renseigné par le superviseur et le moniteur. Voilà, donc, c'est là qu'on va faire l'autopsie verbale pour déterminer les causes probables du décès de cet enfant. Donc, pour résumer, la collecte au niveau du ménage, on ne va pas sauter directement pour aller rechercher des décès, sinon l'enquête est totalement biaisée. On va plutôt aller dans le ménage, on va faire du porte-à-porte selon une technique qui est bien standardisée. Et dans chaque ménage, on va s'intéresser aux femmes en âge de procréer. Et une fois qu'on a identifié des femmes en âge de procréer, on va chercher à savoir si elles sont enceintes ou si elles ont déjà porté une grossesse. Et si on a des situations comme ça, on va chercher le devenir de cette grossesse-là. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est allé à terme? Est-ce que c'était un avortement, un mort-né, etc. Ou est-ce que c'était une naissance vivante? Est-ce que ça aboutit à une naissance vivante? Si ça aboutit à une naissance vivante, une ou des naissances vivantes, on va chercher à savoir est-ce que l'enfant est toujours en vie? Si l'enfant n'est plus en vie, on va chercher à savoir à quel moment est-ce que son décès est intervenu. Voilà. Et si le décès est intervenu entre le 1er et le 28e jour, ce décès est catégorisé comme un décès néonatal. En ce moment, le superviseur intervient pour faire l'interrogatoire afin de déterminer si ce décès est dû au tétanos ou pas, tétanos néonatal. Donc, en termes de qualité, vraiment, toutes ces formes-là, tous ces formulaires vont être transmis au jour le jour, vont être examinés au jour le jour, aussi bien par le superviseur que par les moniteurs. Et on va checker, surtout que maintenant, ça se fait avec les outils digitaux. Donc, à travers le serveur, on va checker chaque soir les erreurs potentielles pour renvoyer encore les enquêteurs et compléter les données au nécessaire. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être vérifiés au niveau de la qualité des données et après, tout ça va être compilé pour aller vers la décision finale. Je parlais tantôt des critères qualité, donc l'enquête va être considérée de qualité sous certaines conditions. La première, c'est que toutes les grappes sélectionnées doivent avoir été visitées et complétées. Donc, une grappe est complétée si l'enquêteur arrive à identifier par la technique de porte en porte le nombre requis de naissances vivantes. Ce nombre requis est calculé aussi pour chaque enquête. Pour certaines enquêtes, c'est 11, pour d'autres, c'est 15, tout dépend des caractéristiques du district. Deuxième critère, c'est que toutes les naissances, tous les décès néonatals qu'on a dans le formulaire 2, on doit avoir leur équivalent dans le formulaire 3. Ce qui veut dire que tout décès néonatal identifié doit être investigué. Troisième critère, à l'issue de la collecte, on doit être en mesure de retrouver en termes de nombre au moins 50% du nombre attendu de décès néonatals. Vous savez que ça peut se calculer à l'échelle d'un district, à l'échelle d'un pays. On calcule au vu du taux de mortalité infantile, taux de mortalité néonatale. On peut calculer le nombre attendu de décès néonatals. Et lorsque vous finissez votre enquête, vous devez avoir au moins la moitié de ce nombre-là. Sur les caractéristiques des enquêtés, des enfants, environ 50% doivent être des garçons. Et ça, c'est basé sur des recherches qui avaient montré que dans cette période d'âge-là,
on a tendance à avoir 50-51% de garçons et le reste des filles. On doit pouvoir tourner aussi autour de cette approximation. Le nombre de naissances vivantes doit être supérieur ou égal au nombre de naissances vivantes éligibles. Donc ça, c'est une caractéristique propre parce que l'enquêteur, on va aller un peu large et on va resserrer. Donc, ils vont d'abord se focaliser sur les naissances vivantes et à l'intérieur, il y a une tranche d'âge qui sont les naissances vivantes éligibles. Donc, Nassir avait dit, c'est dans les 24 mois, on couvre sur une période de 24 mois. Donc, il y a les naissances vivantes éligibles. Donc, ce rapport-là doit être maintenu. Et enfin, la proportion de ménages trouvés fermés ou de ménages qui ont refusé de répondre ne peut pas être plus de 10%. Si au finish de l'enquête, vous avez plus de 10% de portes fermées ou de ménages pour lesquels on n'a pas pu avoir les éléments, ça veut dire que dans le processus, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Soit on n'est pas allé aux bonnes heures, soit on n'avait pas la bonne technique pour aborder les ménages, soit on n'a pas fait les révisites. Voilà. Donc, ces indicateurs sont ceux de qualité. Donc, si on rate un de ces indicateurs, surtout les 3 premiers, on peut conclure, on peut invalider votre enquête avant même d'aller regarder quel est le nombre total de décès néonatal dus au tétanos qu'on a trouvé. Donc, très, très important. Et il est arrivé des cas, malheureusement, où des enfants ont été invalidés parce que les éléments de qualité n'avaient pas été atteints. Donc, au finish, lorsque le nombre qui prend la décision peut être dans différents cas. Donc, le nombre de décès néonatal dus au tétanos, si au cours de l'enquête, on a trouvé un nombre qui dépasse le seuil défini par le protocole, alors on va conclure que le district a échoué. Mais si le nombre de décès néonatal dus au tétanos qu'on a trouvé n'atteint pas le seuil, ne dépasse pas le seuil préconisé dans la recommandation de l'OMS, on va conclure que le district a fait l'exercice, a validé l'exercice pour la période concernée. Et comme on collecte aussi d'autres informations, notamment la vaccination tétanos, les accouchements propres, l'un ou l'autre des indicateurs peut soutenir aussi l'élimination. Donc, si pour la vaccination tétanos c'est supérieur à 80%, ou alors si les accouchements propres, c'est-à-dire assistés par du personnel qualifié, si on est à plus de 70%, on est en faveur aussi d'une élimination. Et Nassir l'avait dit tout à l'heure. Et comme je l'ai dit, si l'élimination est constatée dans le district où l'évaluation a été faite par extension, dans le pays entier ou bien dans une zone du pays, on peut conclure aussi que cette élimination a été achevée. Voilà. Pas Yeah, Merci. thank l'info. you very much. Merci Palinfo. On a, pour cette excellente présentation que je trouve très, très claire, on a très peu de temps avant l'heure fatidique, 2 heures. Est-ce qu'il y a une question particulière? Moi, après, j'en ai une à poser, mais est-ce que parmi les participants, quelqu'un a une question à laquelle il souhaiterait voir une réponse? Je Alors, vois. Oui, on a 2 mains levées. On a 2 mains levées, mais par contre, il est déjà 2 heures. Donc, si on prend une question, il faudrait que ce soit très rapide, s'il vous plaît. voilà, il faut tout à fait. Moi, j'avais 2 heures moins de 2, mais oui, tout à fait. Il est 2 heures pile, oui. Donc, est-ce qu'il y a une question il y a des mains levées? Et je ne vois pas la main. Ah, Alors, j'ai Poutarat Ouk et Daouda qui ont levé la main, les deux. donc, ils ont la parole pour une question brève et espérons une réponse brève. Je vais vous donner quelques instants. Si vous n'ouvrez pas votre micro, nous donnerons la parole à quelqu'un d'autre. Et Poutarat ne s'est pas exprimé. Nous allons donner la parole à Daouda. Je vais donner la parole très rapidement à Lisette. Lisette, vous pouvez vous exprimer. Allez-y.
Peut-être qu'il faut... Alors si ça marche pas, je vais donner la parole à Daouda. Je donne la parole à Daouda. Daouda, vous avez... Vous pouvez parler. Daouda? Daouda Simpara? Oui, je suis là. Merci bien pour la parole accordée. Permettez-moi également de remercier Dr Palenfo pour la brillante présentation et puis pour le combat dans lequel il s'est engagé dans la lutte contre cette maladie-là. En fait, ma question, c'était par rapport aux critères d'évaluation de l'enquête. Donc, il a dit que si on a un ou même trois critères qui n'ont pas été respectés, on peut déjà invalider l'enquête. Si on invalide l'enquête à cette étape-là, quand est-ce qu'on peut prévoir organiser l'enquête de nouveau dans les pays? À vous. Est-ce que vous Merci m'avez beaucoup. entendu? Yeah, Ok. thank you very much. Merci. Déjà, il faut prendre pour ne pas arriver à cette malheureuse décision, parce que les enquêtes, ça coûte très cher en termes de ressources financières, en termes de programmation, en termes de temps que ça prend. Et lorsque malheureusement on invalide une enquête, le pays doit encore se repréparer, notamment depuis partie de la sélection des grappes, parce qu'il faut reprendre la sélection et reconstituer l'équipe, refaire tout le processus de formation encore pour aller jusqu'à la fin. L'autre chose, c'est lorsque les éléments sont bien suivis, bien monitorés, comme c'est le cas maintenant, surtout avec la collecte qui est faite par le combo collecte, on arrive à anticiper sur certains problèmes de qualité. Donc, ça permet d'arrêter l'enquête, peut-être au jour 2 ou au jour 3 de collecte, et de renforcer de nouveau certains éléments de compréhension des enquêteurs. Ça aussi, c'est un moyen pour ne pas aller jusqu'à la fin pour constater les pots cassés. Donc, au J2, on peut décider d'arrêter. On fait revenir tous les enquêteurs et les superviseurs. Les points qu'on a détectés qui ont commencé à flancher, on refait encore un briefing là-dessus. Sinon, idéalement, il faut le faire dans le meilleur possible, mais souvent, la mobilisation des ressources peut amener à aller dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend au niveau du pays. Merci. Merci, Palinfo, pour cette réponse très claire. Je pense qu'il est déjà 2h03, donc on va mettre un terme à cette session de webinaire 3 en remerciant les présentateurs et des questions pertinentes qui ont été posées. Merci à à Alexandre qui a aidé à ce que cette session se passe très bien. Donc, merci à vous tous et bonne fin de journée à ceux qui sont en fin de journée et bonne journée à ceux qui commencent. Merci beaucoup. Okay. Thanks so much. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you very much. We'll send all the materials by email. Okay. Thank you very much, Alex. Thank you so much, Francois, Diana, Palenfo, and Amadou for your support.